ce qu'on entend par l'économie informelle, et ce qu'on pourrait intégrer dans l'économie informelle, ce sont tous les actes gratuits, c'est-à-dire qui ne passent pas par... quand on va dans un village du tiers-monde et qu'on voit que le village a sa cohésion, qu'il y aurait 250 ou 300 personnes dans ce village, on demande à tout le monde d'amener ses économies. Ben, si on collecte 1000 francs français, c'est déjà le Pérou. Et on se dit, mais 200 à 300 personnes ne peuvent pas vivre avec 1000 francs. Ben non, parce que l'argent, c'est pas l'argent qui les fait vivre. Ce qui les fait vivre, c'est leur lopin de terre, c'est leurs animaux, c'est le fait qu'ils construisent leur maison. Et en construisant leur maison, ben, ils ont leurs enfants pour les aider, les voisins pour les aider. Il y a l'entraide, il y a, disons, une dynamique sociale qui est une dynamique qui n'est pas fondée sur l'argent, mais fondée sur l'accès direct aux biens, aux biens vitaux. Alors, donc ces gens-là, en plus, ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas de retraite des vieux, ils n'ont pas d'assurance de quoi que ce soit, et ils vivent. Voilà, et ils vivent, et ils chantent, ils dansent. Donc on peut dire qu'ils ont... Eh bien, cette économie informelle a été complètement occultée par le système, qui a dit pas de... aucune richesse ne peut être, en quelque sorte, intégrée comme richesse si elle ne passe pas par l'argent. D'où la prédominance totale de l'argent, la subordination du destin collectif à l'argent, c'est-à-dire que je n'existe que par l'argent. Voilà. Si je n'ai pas d'argent, je n'existe pas. C'est quand même terrifiant, vraiment terrifiant. C'est-à-dire que le destin de l'humanité est subordonné au fric. Et ça on n'a pas compris que c'est le pire des échecs, c'est d'en être arrivé là. Donc voilà, alors à partir de là, eh bien, on demande à tout le monde, on fait le classement des nations par la prospérité, par l'argent, et puis on dit, bah, il y a le G7, le G8 qui sont en tête de peloton, et puis ensuite il y a les pays émergents, et puis ensuite les pays en développement, les pays sous-développés, etc. Et il y a cette classification. Alors de ce fait, on fait donc cette structure, encore une fois, pyramidale, et le modèle part du principe que tout le monde doit suivre. Alors, on est en train aujourd'hui de vivre un drame, parce qu'en fait l'Occident a généré un modèle, il l'a lancé dans le monde. Pendant longtemps, ben, ça n'a pas pris. Et puis maintenant, avec les pays émergents, c'est en train de prendre. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un effet boomerang, mais terrible. C'est-à-dire que l'Occident va se détruire par le modèle qu'il a propagé à l'extérieur. Et par un retour de flamme, il est en train de se détruire. Les Chinois vont monter, les Brésiliens, les Indiens, tout ça, ça va pas. Ils sont en train de se saisir du modèle. Seulement à un moment où les ressources sont en train de baisser, où la demande en matières premières est énorme, et avec des configurations démographiques qui sont en train de devenir dans des déséquilibres absolument incroyables. Alors c'est là que va y avoir l'apothéose du modèle du productivisme, sur lequel se fonde bien sûr ben, cette croissance économique indéfinie, puisqu'on veut de la croissance sans limite sur une planète limitée. On n'a pas compris que c'est complètement stupide et qu'on ne peut pas impliquer un système illimité sur un principe limité. Et tout ça ben, amène des désordres extraordinaires. Et c'est pour ça que les pays dits du tiers-monde, il faudrait qu'ils se dépêchent de comprendre qu'il ne faut pas qu'ils s'engagent dans ce modèle-là. S'ils s'engagent dans ce modèle-là, ils se condamnent immédiatement, parce qu'en plus, ils seront toujours perdants par rapport à la puissance du modèle, qui lui-même est en train d'ailleurs d'exploser, d'imploser. Mais cette implosion, elle n'est pas visible. Elle n'est pas visible. Les gens du tiers-monde ne voient que le côté belle vitrine, réussite, etc. Mais ils ne voient pas l'envers du miracle. Et tant qu'ils ne verront pas cet envers du miracle, eh bien, il continuera à être leurré et à croire que c'est la bonne voie. C'est pas trop tard, tu crois? Alors, est-ce que c'est trop tard ou pas? On peut dire, bon, c'est jamais trop tard, mais c'est toujours trop tard. C'est toujours trop tard et jamais trop tard. D'ailleurs, on est tous placés dans ce dilemme. Qu'est-ce que je fais? C'est vrai qu'il est trop tard, mais c'est vrai qu'aussi, bon, c'est comme quand il y a le feu. Tu te dis, bon, est-ce que je laisse tout brûler? Ou est-ce que je vais tenter quand même de sauver quelque chose? Je prendre un petit seau et puis jeter quand même. Bon,
ce qui t'amène à un choix vraiment personnel, c'est-à-dire à ton implication personnelle et à ta cohérence personnelle. Bon, bah, je me dis, si je peux éteindre quelques flamèches avec un petit seau, bon, bah, ça sera toujours ça, quoi. Mais c'est vrai qu'on le fait sans certitude qu'il puisse y avoir un retournement de situation, ce que j'appellerais l'avènement de l'intelligence, quoi. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a confondu performance scolaire, performance technologique avec intelligence, et on est en train de payer très cher. Il y a même des cas où il vaut mieux pas sortir des grandes écoles pour comprendre, parce que en fait, on sent que cette modernité, cette idéologie moderniste, non seulement a mis en route, disons, un paradigme nouveau, etc., mais elle a manipulé ou elle a adapté et formé les êtres humains susceptibles de bien servir ce modèle. Mais et qui sont totalement incapables de raisonner hors du modèle. Si tu leur enlèves, si tu les sors du cadre précis dans lequel pour lequel ils ont été préparés, dans lequel ils peuvent fonctionner, ils dysfonctionnent complètement. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en panne de société, parce que l'imagination a été confisquée. Et la confiscation de l'imagination fait qu'il n'y a plus d'utopie. Et quand il n'y a plus d'utopie, il n'y a pas de projection, disons, folle, parce qu'il faut des projections folles, il faut une espèce de rêve, et ça, l'humanité a toujours fonctionné comme ça, par des projections qui paraissent complètement insensées, et on constate que c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, la société va être de plus en plus pétrifiée et de plus en plus en panne, parce que nous n'avons pas compris qu'on peut regarder autrement la vie, qu'on peut avoir des représentations différentes, et puis par le fait que l'éloignement c'est-à-dire ce hors-sol qu'on a appliqué à l'humain par la civilisation urbaine, plus le salariat, etc., à individualiser les personnes en les agglomérant. On parle d'ailleurs d'agglomération, c'est pas pour rien. Autant le village et la cité, c'était quelque chose qui partait d'un système embryonnaire qui est en fait très proche de ce que fait la vie. La vie commence par un embryon et puis elle s'organise d'une façon organique. Et à un certain moment, il y a un seuil où elle s'arrête. Où elle s'arrête pourquoi? Parce qu'au-delà de ce seuil, c'est l'hypertrophie. Et l'hypertrophie amène le déséquilibre. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe par l'obésité, etc. Et même une baleine, même si elle pèse 300 tonnes, elle s'arrête quelque part. Et cette évolution organique, eh bien, nous ne l'avons plus dans les cités. Les cités, ce sont des agglomérations dans lesquelles on confine les individus. Les individus sont confinés, et ce confinement des individus amène à un confinement mental. Et le confinement, c'est-à-dire qu'on pense le monde à partir d'un microcosme tout étriqué, ce qui donne des intellectuels, bon, qui intellectualisent, mais enfin qui hors du réel, c'est-à-dire ils sont pas dans le réel. Pourquoi? Parce que le réel est dans la nature, et le réel est dans le cosmos, et le réel, il est le contexte dans lequel nous vivons et dans lequel est intégrée notre planète et dans lequel nous devrions être intégrés, il est extrêmement vaste. Seulement, il est vaste et complexe. Et donc la modernité n'arrive pas, en quelque sorte, à, à gérer la nature. Pourquoi? Parce que la nature a des lois et des rigueurs. Alors, tout ce qu'on a trouvé de mieux, c'est industrialiser l'agriculture. Comme ça, on a l'impression de maîtriser. Tandis que quand on veut rentrer dans la complexité de la vie, eh bien, c'est un labyrinthe extraordinairement beau, mais qui n'est pas intelligible par des esprits qui ont été formatés à ne comprendre que des systèmes rétrécis, mécanistes et matérialistes. Et donc de ce fait, la nature, eh bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui on essaie de rafistoler en revenant par l'écologie, par la voie de l'écologie, réimprégner les individus de ce contexte naturel.